C'est parti pour un nouvel épisode de Tel Quel Talk, le podcast qui décrypte les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. La paix ou la tragédie, ce sont les mots de Donald Trump. Pour la première fois, les États-Unis sont entrés directement dans le conflit israélo-iranien en frappant dimanche 22 juin plusieurs sites nucléaires en Iran. Téhéran a riposté avec une salve de missiles contre Israël. Sur le terrain, comme sur la scène diplomatique, l'escalade est brutale, le risque d'embrasement réel. Alors, les États-Unis, arbitres ou belligérants, qui a intérêt à aller jusqu'au bout de la confrontation? Et quid du monde arabe, plus particulièrement les pays du Golfe, ont-ils voix au chapitre? Le débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et avec nous pour ce numéro, deux regards éclairés pour décrypter cette séquence historique. À mes côtés, Anas Abdoun, analyste géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et spécialiste aussi dans le domaine pétrolier. Bonjour Anas. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. En face de vous, Ali Motaïb. Bonjour Ali, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste en intelligence économique et en stratégie. Eh bien, vous animez un podcast qui s'appelle The Strategic Mindset. Tout à fait, et merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue à vous Ali, merci d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, l'ambiguïté a été de courte durée. Donald Trump avait annoncé qu'il se donnerait 15 jours à peu près de réflexion. Eh bien, c'est finalement au bout de 48 heures qu'il a décidé d'engager la première puissance militaire dans le conflit Iran-Israël. D'après vous, Ali Motaïb, est-ce que c'est une décision précipitée ou mûrement réfléchie ? Il y a beaucoup de spéculations, effectivement, par rapport à ce dernier événement, et donc le bombardement de 3 sites nucléaires iraniens, stratégiques avec des bombardiers dernière génération par les Américains. Ce qu'on peut retenir tout d'abord, c'est par rapport aux faits. Le diagnostic, c'est que les Américains sont la seule puissance internationale capable d'effectuer ce genre d'opération, de parcourir 1000 kilomètres, effectuer cette opération et revenir. Maintenant, la question, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Oui. Est-ce que c'est un bombardement plus de la stratcom, plus de la communication pour répondre à des pressions? On voit que ce n'est pas seulement une affaire de géopolitique et d'affaires internationales. Il y a beaucoup de pression en interne au sein de l'appareil d'État américain et de l'appareil politique américain par rapport à la situation avec l'Iran. Il y a deux tendances qui s'opposent actuellement. Il y a une tendance très MAGA qui est contre l'intervention en Iran, pour plusieurs raisons, par rapport à tout l'échec qu'a connu justement les administrations précédentes, les néoconservateurs de manière générale, surtout sous l'administration George Bush, par rapport à l'intervention en Irak, par rapport à l'intervention en Afghanistan, avec les résultats qu'il y a eu, donc sans grands résultats stratégiques, et donc qui sont adeptes d'une politique, ou en tout cas d'un positionnement America First, et ils ne veulent pas d'un engagement américain. Donald Trump qui a beaucoup surfé sur la catastrophe Afghanistan, sur le retrait qui a été précipité et qui a été porté justement par son électorat grâce à cette promesse de non-interventionnisme américain dans la région. Même, c'était une de ses promesses de campagne, effectivement, et d'être l'homme de paix. Et je pense que sincèrement, Donald Trump, à un moment, se projetait pour avoir le prix Nobel de la paix. Il voulait apporter la paix en Ukraine, la paix au Moyen-Orient, à Gaza. Finalement, on voit que la situation est un peu plus complexe qu'elle n'y paraît. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans une situation, c'est son premier vrai test, à mon avis, politique en termes d'affaires internationales, parce qu'il est face à ses contradictions. Il a une base est très importante qui est contre cette intervention, et même dans son appareil d'État, on voit que Tulsi Gabbard, qui est en charge justement de directeur du renseignement, est contre cette intervention. Et il y a une autre tendance, pas trop MAGA, mais un peu plus républicaine, évangélique, classique néoconservatrice, très pro-israélienne, qui est même dans une projection pour certains très messianique, plutôt que donc très idéologique plutôt que rationnelle, qui veut absolument un engagement américain. Et donc Donald Trump se retrouve sous pression entre ces deux étaux. Donc on sent qu'il n'y avait pas une volonté d'engagement, qu'il y avait des négociations. Et là, honnêtement, il peut y avoir toutes les spéculations possibles. Est-ce que c'était un coup de bluff, les négociations avec les Iraniens, pour pouvoir mener justement ce genre d'intervention? Est-ce que on est un peu en train de jouer un peu sur deux tableaux, de pouvoir jouer la carte des négociations, parce que la communication politique était très claire, c'est OK, on vous bombarde, mais il faut revenir à la table des négociations, ce qui est un peu contradictoire, parce qu'on va pousser plutôt les Iraniens à s'enlever. Donc, on y reviendra la situation sur ce point qui est assez particulier. Je pense que l'administration Trump est face à un premier test et sous pression, surtout qu'il y a une pression électorale interne. Oui, et on a entendu beaucoup d'analystes expliquer ces derniers jours que ces frappes sur l'Iran, cette intervention directe est sans doute la décision la plus importante du mandat de Donald Trump. On y reviendra dans quelques instants. C'est une opération états-unienne sous drapeau israélien. Ce sont vos mots, Anas
Abbas Abdoun. C'est ce que vous avez dit quelques jours à peine après la première offensive israélienne en Iran. C'était dans la nuit du 12 au 13 juin. Finalement, l'avenir et les jours qui ont suivi vous en donnez raison. Mais clairement, on a envie de comprendre aussi pourquoi, finalement, le gouvernement Netanyahou a insisté pendant tout ce temps sur le caractère unilatéral de ce qu'il présente comme une guerre préventive et pourquoi l'administration Trump, de son côté, a laissé planer le doute de son éventuelle intervention sur oui, effectivement. Sur ce conflit. Alors, merci de rappeler mes qualités de prospectiviste, c'est mon travail. Mais effectivement, dès le départ, lorsque l'on a vu l'engagement israélien ou le déclenchement de la guerre de la part d'Israël, il faut bien comprendre que logistiquement et militairement, les Israéliens ne sont pas capables d'affronter les Iraniens seuls. Ça, il faut absolument le comprendre. Non seulement, on parlait par exemple de 200 avions qui ont été mobilisés, ces 200 avions, la logistique, le ravitaillement et les renseignements radars ont été fournis par les États-Unis. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, lorsque vous avez une réplique balistique, on sait que les gardiens de la Révolution ont eu un embargo militaire depuis ces 45 dernières années, donc se sont concentrés sur le programme balistique qu'ils ont initié en 1984. Ils sont très bons sur ces programmes balistiques et donc ils sont aussi contrecarrés par la puissance marine américaine dans le détroit d'Ormuz et la puissance aérienne américaine en Irak, en Jordanie, en plus des avions jordaniens. Et donc, dès le départ, on voyait qu'en fait, c'était une intervention militaire israélo-américaine avec un discours israélien. Alors, pourquoi effectivement le discours israélien ? Eh bien, c'était pour servir déjà 3 éléments. La première, il faut bien le rappeler, c'est qu'il y avait des négociations en cours sur le nucléaire civil et que Israël frappe le vendredi. Les États-Unis et les Américains et les Iraniens devaient se voir dans le Sultan d'Oman dimanche. Donc 2 jours avant la contre-proposition iranienne, on frappe. Et donc, on ne veut pas paraître comme ceux qui ferment les négociations, qui mettent fin aux négociations, ce qui c'est objectivement le cas. Et puis, il y a aussi une volonté pour les Israéliens de ménager un petit peu cette contradiction interne entre interne, alors d'un point de vue interne et aussi international, c'est très, très important. Donc effectivement, je suis d'accord avec Ali, il y a une contradiction entre les MAGA plutôt isolationnistes et les interventionnistes néoconservateurs, mais aussi au niveau des alliés de la région, entre Israël qui poussait de plus en plus à l'engagement international américain pour frapper l'Iran et les pétromonarchies du Golfe qui, elle, était plutôt réticente à toute intervention militaire et qui voulait davantage une stabilisation de la région. Certains disent que Trump aurait été mis au pied du mur, qu'il a été pris de court par Netanyahou. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que quelque part, cette intervention, finalement, c'est une victoire politique majeure pour le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou ? Oui, c'est une victoire, effectivement, de la part du gouvernement Netanyahou et même de la politique étrangère israélienne. Et c'est très difficile d'analyser, en fait, est-ce que les Israéliens ont réussi à convaincre ou forcer la main, parce que quand on analyse les relations internationales, on le fait par le prisme du réalisme politique, donc de l'analyse d'intérêt. S'il y a une relation bilatérale sur laquelle vous ne pouvez pas avoir une analyse rationnelle du réalisme politique, c'est la relation entre les États-Unis et Israël. On sait que les Américains se sont souvent engagés dans un positionnement diplomatique ou même militaire compliqué parce qu'Israël leur a demandé. Je tiens à rappeler, et peut-être qu'on aura l'occasion de rappeler, d'y revenir, mais l'accord qui avait été signé en 2015, les fameux JCPOA, respectait à la lettre toutes les conditions de l'AIEA. C'est les Israéliens qui ont mis la pression à Donald Trump, pour le coup, dans son premier mandat, de s'y retirer. Et le sujet concrètement aujourd'hui, Ali Moutaïb, c'est de se demander est-ce qu'on est encore dans le prolongement de cette ambiguïté stratégique ? On s'est dit ça s'est arrêté, maintenant Trump est intervenu. Eh bien non, finalement, parce que il y a quand même certaines déclarations de hauts responsables américains qui interrogent. Marco Rubio, chef de diplomatie américaine, qui dit que l'offre de négociation sur le nucléaire est toujours là, que les Américains sont prêts à discuter avec les Iraniens. J.D. Vance, vice-président, qui dit on n'est pas du tout en guerre avec l'Iran. D'où ma question, et c'est une question que je posais dans mon introduction. Les Américains, dans cette escalade, ce sont des arbitres ou des belligérants ? Ouais, c'est une très bonne question que vous posez. Je pense que même les Américains doivent se poser la question des fois, parce qu'on a l'impression que par rapport aux déclarations, ils sont un petit peu entre deux chaises à essayer de répondre en même temps aux pressions justement israéliennes de coopération, et puis une volonté. Je pense
qu'au fond, l'administration américaine ne veut pas s'engager et y a été poussée. Donc par rapport à cela, malheureusement, bon, aujourd'hui, on va voir l'évolution des choses, mais si on s'engage comme ça sur un bombardement, même un bombardement entre guillemets de communication, à voir si les Iraniens vont vouloir reprendre justement ces négociations-là. D'ailleurs, ils sont immédiatement retirés, notamment après l'intervention israélienne. Donc la question, est-ce que les Iraniens vont vouloir continuer à faire confiance, justement, malgré le fait, voilà, d'être engagés dans ce processus? Il y a une perte un peu le risque, c'est qu'il y ait une perte de crédibilité totale, y compris de la part des Américains, comme étant, s'ils veulent se positionner en tant qu'arbitre. Donc ça, dans un premier temps. Donc aujourd'hui, il y a une espèce, on a l'impression que l'intervention israélienne, à vouloir à tout prix impliquer les Américains, pourrait justement mener à une fuite en avant dont on ne connaît pas, en fait, les tenants et les aboutissants. Si vous permettez, sur la question, effectivement, de savoir si les États-Unis pourraient être... Non, en fait, ils sont co-belligérants. Et donc, ils ne peuvent pas être arbitres, parce qu'il y a deux choses à comprendre qui sont vraiment fondamentales. Sinon, on ne comprend pas, en fait, le dossier. Il faut comprendre la perception iranienne des États-Unis, d'une part. Il faut comprendre ce qui s'est passé aussi au niveau de la négociation du nucléaire. En fait, il y a une exception de droit international au niveau du nucléaire en Iran. Que dit le droit international? Le droit international dit que vous avez le droit d'enrichir à un seuil jusqu'à 80%. Ce que font d'ailleurs pas mal de pays. Font l'ensemble des pays qui ont un programme nucléaire, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud. L'Arabie Saoudite le fait, on l'appelle. Oui, en fait, ils sont sur un processus. En Iran, la première exception, c'est qu'à partir du seuil de 5%, on leur a mis des sanctions. Ils n'avaient pas le droit d'enrichir à 5%. Puis ensuite, venait le deuxième point, c'est les accords du JCPOA. Les accords du JCPOA, c'était les accords les plus contraignants en termes de souveraineté nucléaire au monde. On vous bloquait un enrichissement à 5%. Il y avait des contrôles absolument importants. Les inspecteurs de l'AIEA, il y a eu 50 de contrôles des inspecteurs de l'AIEA en moins de 3 ans. Il y a eu 11 rapports et la conclusion, c'est de dire les Iraniens respectent absolument toutes les conditions. Après 3 ans, on a un retrait des États-Unis. Je rappelle que le JCPOA, c'était on limite l'enrichissement malgré que ce soit contre le droit international en échange de la levée des sanctions. Les États-Unis se retirent et rajoutent encore plus de sanctions que la négociation initiale. Et donc, forcément, les Iraniens laissent à peu près 1 an aux Européens pour trouver une alternative qu'ils n'arrivent pas à faire. Et puis ensuite, on arrive sur cette dernière partie de négociation avant la déclaration de guerre qui était, alors finalement, c'est même pas à 5%. Vous n'avez plus le droit à un programme nucléaire civil et vous devez avoir un contrôle sur la balistique. Et donc, quand on voit la souveraineté iranienne, c'est absolument hors de question. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxième point, c'est que la perception iranienne, c'est d'abord 53 coup d'État contre Mossadegh qui nationalisait pétrole et on met le Shah, en fait, qui était un dictateur qui bossait pour les États-Unis, pour parler clairement. Ensuite, de 80 à 88, on arme massivement les Irakiens pour détruire l'Iran et le nouveau régime de la République islamique. Après 88, c'est 40 ans de sanctions, le retrait du JCPOA. Et là, pendant qu'on était en négociation, eh bien, vous avez en fait les États-Unis qui savaient que les Iraniens allaient frapper. Et donc, dans la perception iranienne, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des tendances, la tendance dure de la République islamique d'Iran, dont le guide de la révolution fait partie, ne voulait pas, de base, négocier un accord avec les Américains, parce qu'ils disaient on ne peut pas leur faire confiance. Mais ils savaient qu'il y avait une pression à l'interne des camps réformateurs et la population était fatiguée des sanctions. On accepte finalement ce round de négociation. Et là, on arrive à un point, on est en train de se poser la question, comment est-ce que les Iraniens peuvent répondre? Et là, en fait, pour répondre directement à votre question, il y a une forme de dilemme stratégique fondamental de la part des Iraniens, c'est que de deux choses l'une. Ou ils ne répondent pas directement ou de manière très faible aux États-Unis. Et alors là, vous donnez un message à tous les pays de la région qu'en fait, votre dissuasion est complètement terminée. Et même à l'opposition interne de dire finalement le régime est très faible. Ou alors, vous allez vraiment dans une réponse qu'ils ont la capacité de faire au niveau balistique. Et là, vous prenez le risque, si vous voulez, d'aller à l'encontre du positionnement américain qui est de dire je frappe mais je veux pas d'un embrasement de la région. Donc vous allez les amener dans l'embrasement de la région. Je crois que ce qui risque d'être fait, si je devais m'aventurer à prendre des initiatives, je crois qu'il risque peut-être d'y avoir quelques attaques de proxy dans des bases militaires américaines en Syrie, mais surtout une réponse un peu plus massive sur Israël. Et on entend certains analystes parler bien de cette spécificité finalement du régime iranien qui attend à la dernière minute pour négocier, qui peut négocier même en étant pied au mur. Et certains expliquent que le régime des mollahs a théorisé ce qu'on appelle ce fameux principe de flexibilité héroïque. De flexibilité héroïque, c'est-à-dire qu'en fait, en frontline, en communication, on montre qu'on tient tête justement à la puissance américaine, à l'adversaire israélien, mais qu'en off, en fait, on fait tout
on fait tout pour arriver à un accord. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça pourrait se goupiller, Ali Moutaïb? À voir, et pour peut-être aussi compléter par rapport au contexte aussi également, c'est pas seulement en fait qu'ils peuvent pas faire confiance aux Américains par rapport aussi au passé, mais c'est que c'est le fondement idéologique aussi de la révolution iranienne jusqu'à aujourd'hui, des passes d'Aran. On se souvient de l'Amérique, ça reste quand même le grand Satan. Donc effectivement, il y a une grande confrontation et d'où le soutien effectivement aussi américain à l'époque, voilà, par rapport à l'Irak et à l'implication aujourd'hui. Maintenant, effectivement, les Iraniens ont fait preuve de pragmatisme, y compris lors des négociations de 2015, et Anas l'a tout à fait bien rappelé, que effectivement le guide de la révolution et l'aile dure, notamment des passes d'Aran, étaient complètement contre et voulaient peut-être s'aventurer dans une stratégie un peu plus nord-coréenne, c'est-à-dire peut-être développer. Moi, c'était Ebrard qui voulait développer l'arme nucléaire, voilà, de manière rapide. Et puis après, la question qui peut être posée aujourd'hui, si on veut prendre dans un contexte assez neutre, beaucoup justement dans ce débat, c'est que ok pour que l'Iran soit dénucléarisé, c'est-à-dire en termes d'armes, mais en même temps, les Israéliens sont une puissance nucléaire aussi dans la région. Enfin, ils le disent pas officiellement, mais tout le monde sait qu'ils ont moins 100 têtes nucléaires. Donc, il y a une question, c'est plutôt un autre point de vue qui peut se poser à ce niveau-là. Donc, il reste une forme de pragmatisme, et après l'accord 2015, on se souvient qu'il y avait une grande ouverture et une grande possibilité, donc un certain pragmatisme, y compris de la part d'États iraniens, avec des ouvertures de marché. C'est que les entreprises américaines allaient venir dans le marché de l'automobile, beaucoup de choses allaient venir justement se préparer à investir en Iran. Et la grande surprise, et donc il y a un impact géopolitique énorme, c'était l'élection de Donald Trump, justement en 2016, qui est venu, qui a tout retiré justement par rapport à cela, qui a relancé justement ces cartes. Et juste pour préciser, à mon avis, y compris par rapport à la réponse à donner de la part des Iraniens aujourd'hui, je suis totalement d'accord, ils sont dans un dilemme stratégique. On a eu un petit aperçu déjà, parce que pour moi, le coup, c'est pas un coup fatal, mais quand même, le gros coup sur la tête qu'a reçu l'Iran, c'est le 3 janvier 2020. C'est l'assassinat de Qassem Soleimani par l'armée américaine en Irak. C'est la tête, le cerveau de l'architecture sécuritaire stratégique de l'Iran. Et à mon avis, ils ont eu beaucoup de mal à remplacer justement. Et d'ailleurs, ça s'est vu justement au niveau de son architecture sécuritaire, entre guillemets, ou certains diraient justement de projection, d'ingérence régionale qu'ils ont effectuée notamment en Syrie, au Liban, au Yémen. Ça s'est ressenti notamment par rapport à ces 2 dernières années. Et la réponse qui aurait pu être, là on parlait déjà, on se souvient au niveau de l'opinion publique d'une 3e guerre mondiale ou autre, a été très minime, avec le bombardement de quelques bases américaines vides. Donc est-ce qu'aujourd'hui, de quelle nature sera la réplique iranienne? Il y a d'un côté, on sent qu'il y a justement une projection américaine, mais sans volonté d'embrasement, et c'est justement de répondre un peu aux critiques qui a été faites par les pressions du côté israélien. Et en même temps, on sent que les Iraniens ne veulent pas s'engager dans ça, ou s'engager dans des manœuvres. Tout le monde parle notamment de la question du blocage du détroit d'Ormuz, qui est une sorte, si on peut le dire, c'est une sorte déjà d'arme nucléaire dont il se parle l'Iran. C'est de la dissuasion. C'est la dissuasion, la particularité de l'arme nucléaire ou fermer le détroit d'Ormuz, c'est qu'on peut l'utiliser qu'une fois. Avec les conséquences que ça pourrait avoir. Est-ce que l'Iran pourrait s'engager dans cette voie-là, quitte à provoquer justement un embarras diplomatique aussi avec certains de ses alliés, notamment les Chinois, qui sont beaucoup dépendants justement des routes et du trafic pétrolier et énergétique qui passe par là. À voir, mais on sent que pour le moment, les Iraniens sont aussi dans une sorte de retenue, et que la concentration de la réplique se fera pour l'instant sur le territoire israélien. Anas Abdoun, je vous interpelle sur 2 points développés par Ali Moutaïb. D'abord, cette date, cette chronologie que vous avez établie, notamment par rapport à l'assassinat de Soleimani en 2020. Est-ce que pour vous, cette date aussi marque un avant-après? Est-ce que les Iraniens n'ont peut-être pas riposté à la hauteur, justement, de ce que symbolisait l'assassinat de ce haut gradé? Est-ce qu'ils ont manqué d'anticipation dans cette affaire? Puis aussi, peut-être une réponse sur la question de la fermeture. Le gouvernement iranien menace de fermer le détroit d'Ormuz. Ils attendent bien sûr une validation du guide suprême. Est-ce que c'est un levier de pression efficace, ça, pour les Iraniens? Alors, pour la première question, effectivement, l'assassinat de Qassem Soleimani a été vécu comme une forme de traumatisme au niveau une humiliation. Oui, c'est surtout un traumatisme, parce que c'est pas tant qu'on n'a pas anticipé son assassinat, c'est qu'on l'attendait pas, dans la mesure où en fait il a un statut de diplomate, quasiment. C'est un homme d'État, il était quasiment
quasiment présidentiable, il était proche du guide, donc on n'assassine pas un conseiller du guide, quoi, fût-il un gardien de la Révolution. Et d'ailleurs, c'était une première, en fait, c'est un assassinat politique, ce qui s'est passé. Et donc, pour les Iraniens, ce niveau d'engagement-là, ils n'y étaient pas habitués avec les Américains, si vous voulez. Donc, et d'ailleurs, ça venait de nulle part. Il n'y avait pas de tension particulière, d'ailleurs, entre l'Iran et la sous-région, donc on comprenait pas. Mais je crois qu'en fait, il faut pas non plus, à mon sens, en tout cas, de la connaissance qu'il faut avoir, c'est que de l'Iran, il faut pas maximiser, en fait, il faut pas individualiser le problème. C'est-à-dire que l'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants qui a ses structures étatiques. Frapper Qassem Soleimani ou décapiter une partie, effectivement, de l'état-major comme ça a été fait, ça bouscule l'Iran sur un court terme, et vous avez tous les systèmes, effectivement, de hiérarchie militaire et stratégique qui reprennent leur droit. Vous me direz comme n'importe quel État. Vous me direz comme Ali Khamenei qui est enfermé dans son bunker et qui est déjà nommé 3 potentiels successeurs. Effectivement, en fait, c'est la structure d'un État, et vous ne décapitez pas ça en tuant une personne. A fortiori, c'est un caractère militaire. Maintenant, je crois pas que ce soit la date clé du début de l'effondrement de l'Iran, en tout cas pas de l'effondrement de l'Iran, mais de l'affaiblissement de l'Iran. La vraie date clé, c'est la décapitation de Hezbollah. Parce que la première ligne de défense des Iraniens, ça n'était pas la fermeture du détroit d'Ormuz et sa capacité balistique impressionnante. Sa première ligne de défense, c'était sa capacité de nuisance régionale. C'était l'idée de dire pour les Américains et pour les Israéliens, vous pouvez taper l'Iran, mais alors ça va être un bourbier dans toute la région, au nord avec le Hezbollah, au sud avec les Houthis, en Irak et en Syrie. Vous ne maîtrisez plus votre environnement régional. Et là, on a vu effectivement que le Hezbollah a été complètement décapité. Il reste les Houthis, mais qui sont relativement très nuisibles, mais très faibles. Et puis, vous avez surtout le départ de Bachar al-Assad qui coupe un petit peu cette logistique territoriale entre l'Iran et le Liban. Et donc, à partir du moment où cette architecture-là s'est effondrée, au vu en plus des pressions économiques et des sanctions économiques, etc., on voyait que le régime était affaibli. Il y avait cette tentative, cette hubris israélienne de dire on va porter le coup de grâce parce qu'on ne sait pas s'ils auraient la capacité effectivement de reconfigurer un petit peu cet environnement régional dans 5, 10, 15 ans. Donc autant saisir l'opportunité. Et la deuxième question donc sur le détroit d'Ormuz. Et j'aimerais rajouter un point, si vous le permettez, Anas Abdoun. On apprend par exemple que les Américains ont demandé aux Chinois de mettre la pression sur les Iraniens pour éviter la fermeture de ce détroit hautement stratégique pour le commerce mondial. Alors le détroit d'Ormuz, ce qui est intéressant, c'est que il faut le dire en préambule déjà sur la capacité. Les Iraniens ont la capacité de le faire, indépendamment de la volonté politique de ce qu'ils vont le faire. Ils ont la capacité de le faire. Si une milice arrive à bloquer la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, vous pouvez être sûr que la puissance iranienne entière peut bloquer le détroit. Ça ne fait absolument aucun doute. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Il y a un dilemme stratégique, parce qu'effectivement, je suis d'accord, c'est une arme de dissuasion à utiliser en cas de dernier recours. Et puis, vous avez 50% des importations chinoises d'hydrocarbures qui vient par le détroit d'Ormuz. L'Iran ne représente que 10%. La majorité des exportations émiraties, saoudiennes, koweïtiennes, bahreïnies, en termes d'hydrocarbures bruts, va en Chine, ne va pas aux États-Unis, parce que les Américains sont auto-indépendants au niveau de l'énergie. Et donc ça, vous devez le prendre en considération. Je crois qu'effectivement, ils ne vont pas le faire. Ils peuvent, si vous voulez, jouer cette carte-là à 2 conditions. La première, c'est qu'ils n'ont plus la capacité de répondre en termes de balistique, et donc l'ensemble des lanceurs sont atteints, et donc vous devez chercher une marge de manœuvre. Mais surtout, si le régime est acculé, ce qui n'est pas le cas, l'État est affaibli évidemment, mais on n'est pas dans une situation où le régime est sur le point de s'effondrer. Si c'était le point de s'effondrer, on peut aller dans une situation du tout pour le tout. Les Israéliens, dès le départ, bien avant bien sûr cette intervention américaine, disaient qu'en 15 jours, ça va être plié cette affaire. C'est ce que disait Saddam Hussein en 1980 aussi. Donc, non. Dis donc, c'est que tout le monde, finalement, a la mémoire courte dans cette affaire. On reprend la même rhétorique. Surtout en Iran. On reprend la même rhétorique. Tout à fait. En fait, la question déjà qu'on peut se poser, c'est quel est l'objectif, l'effet final recherché, stratégique. Alors, pardonnez-moi, mais juste pour définir les objectifs, peut-être il faudrait qualifier ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est une guerre préventive? Est-ce que c'est une opération? Oui, préventive de quoi? Contre quoi? C'est totalement flou. En termes de communication politique, effectivement, on n'arrive pas à percevoir quel est l'objectif final, parce que, en termes d'analyse, il y a plusieurs couches. On peut dire que le gouvernement Netanyahou continue dans sa fuite en avant par rapport à ce qui se passe, par rapport à la catastrophe humanitaire qui se passe à Gaza, va dans sa fuite en avant au moment où il y a des pressions plus importantes au niveau occidental
plus ou moins en Europe, notamment de dire on va ouvrir plusieurs fronts et puis on va engager tout le monde sur un nouveau front, histoire aujourd'hui on parle principalement de ce qui se passe entre Israël et l'Iran et un peu moins de ce qui se passe à Gaza. Dans un premier temps, est-ce que c'est un objectif stratégique de l'État israélien? Là, je parle pas principalement que du gouvernement de Netanyahou et ses alliés d'extrême droite, parce que en termes stratégiques, pour l'instant, je ne parle pas de ce qui se passe en Iran. C'est des victoires stratégiques majeures, ce qui s'est passé avec le Hezbollah, même le départ indirectement, même si de Bachar al-Assad en Syrie, etc. Il y a un affaiblissement effectivement de cet axe notamment iranien, de cet arc entre guillemets chiite, en tout cas de cet axe Téhéran, Damas, Beyrouth, et puis le Yémen aussi. Donc maintenant la question, faire des opérations ciblées telles que l'ont fait les Israéliens, est-ce que l'objectif c'est de nuire justement ou de décapiter entre guillemets la capacité, en tout cas le programme nucléaire iranien tel qu'il affirme? Why not? Maintenant on commence à justement parler plutôt d'aller vers un changement de régime, ce qui nous renvoie, alors si c'est repris notamment par Donald Trump, c'est paradoxal encore une fois par rapport à sa communication politique, parce que c'est totalement en fait le discours néoconservateur, c'est-à-dire on va faire du régime changer par l'étranger. C'est exactement ce qu'a toujours été, sur les positions contraires de ce qu'a toujours prôné Donald Trump. Il était anti-interventionniste, il était isolationniste, et aujourd'hui, paradoxalement, il se retrouve face à ces contradictions, disons, on va changer le régime. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je pense que derrière, même, quel que soit, même si un régime, justement, islamiste des mollahs, des gardiens de la révolution, il y a un État, une structure étatique derrière en Iran. Et je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens, même si ils sont nombreux à être contre, justement, le régime des mollahs, seront totalement contre un changement de régime venant de l'extérieur. Ça, c'est clair et net. Il y a, donc, ça aboutira, je pense, à une catastrophe par rapport à la région et par rapport à l'Iran. Deuxièmement, comment? Enfin, on peut se poser plusieurs questions. Comment est-ce qu'on va envoyer des troupes au sol? Personne n'ira s'aventurer avec des troupes au sol. Même pas les Américains. Mais les Américains, mais ça serait à nouveau. On va certainement pas. Ils doivent certainement se dire, on va certainement pas reproduire la catastrophe de l'Afghanistan ou de l'Irak. Effectivement, afghan, de ce qui s'est passé en Irak. Et là, on a face à nous un pays qui est non seulement qui a une population qui est très fière, qui est militarisée, et puis surtout qui est d'un point de vue géographique, c'est un pays montagneux, c'est un pays très difficile à envahir. On dit même qu'il n'a jamais été envahi, effectivement. Ni les Britanniques à l'époque, ni on peut remonter même jusqu'aux Romains et aux Grecs, qui n'ont pas réussi à envahir l'Iran. Donc, assez difficile d'imaginer que les États-Unis je ne pense pas du tout que les États-Unis s'aventurent avec des troupes au sol, et donc encore moins avec un changement de régime, sauf si je ne sais comment. Anas a parlé effectivement du renversement de Mossadegh, où là, à l'époque, c'était clairement la CIA qui était derrière, et avec notamment plutôt de l'agitation propagande classique de l'intérieur, et là, ça pouvait réussir. Aujourd'hui, avec une agression extérieure, en général, il y a une mobilisation de la population, et donc il est difficile de prévoir, de penser à ce genre de scénario. Voilà. Et puis, pardon, juste pour ajouter, même si on imagine plus tard un changement de régime, un retour à un régime... je ne sais pas quelle sera la forme. Je ne crois pas un retour des Pahlavis non plus, vu la détestation qui est réelle de la population. Du fils, tout à fait. Du Shah d'Iran. Du Shah d'Iran, même un régime un peu plus ouvert. Je ne pense pas, par la suite. Bon, ça, on est dans la spéculation et vraiment c'est même pas de la prospective, on est dans la spéculation. Je ne pense pas que ça soit en faveur ni des pays du Golfe, ni encore moins peut-être d'Israël elle-même. Donc, dans la région, parce qu'on est face à nous une puissance pétrolière, nucléaire, je sais pas combien, 10 000 ingénieurs, avec un marché très ouvert des investissements américains, ça serait la première puissance régionale. Ça, si on est dans le scénario, dans un scénario, on en est loin. Voilà. Mais un régime extrêmement fragilisé en interne, ça, on pourrait également y revenir. Si on cerne plus ou moins, Anas donne les visées et les objectifs de Benyamin Netanyahou, la question à laquelle on a tous beaucoup de mal à répondre aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt des Américains de se lancer? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire dans cette galère? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, on peut comprendre quelle est la finalité de la politique israélienne sur cette intervention militaire. C'est pas le nucléaire. La IEA, les services de renseignement disent que l'Iran n'était pas du tout en capacité de chercher, et ne cherchait même pas d'ailleurs à produire l'arme militaire. Je pense qu'ils voulaient atteindre le seuil technologique, ce qui est complètement différent. Et d'ailleurs, ils étaient encore très loin, donc il n'y avait pas d'urgence. Et je pense, effectivement, moi, je suis d'accord avec ce que dit Ali. Je pensais même pas à un changement de régime, parce qu'effectivement, une démocratie libérale
il y aurait deux choses à prendre en considération. Demain, il y a une démocratie libérale en Iran. 45 ans de république islamique, ça laisse des traces. Vous avez 20% d'inconditionnels du régime, soit parce qu'ils ont des intérêts, soit parce qu'ils sont idéologiquement proches. Et puis, vous avez dans la contestation du régime des gens qui sont islamo-conservateurs, mais qui ne veulent pas de la nature du régime et qui sont encore... Et donc, dans une démocratie libérale, on serait dans un schéma un petit peu à la Capet, à la turque. Et quand bien même on serait sur un régime, par exemple, ou un parti politique nationaliste laïque, les Iraniens sont les Iraniens. C'est-à-dire pourquoi ils arrêteraient l'enrichissement de l'uranium, pourquoi ils arrêteraient l'enrichissement de la balistique, et puis ils continueraient à avoir cette même politique étrangère qui considère que le Moyen-Orient est une zone d'influence de l'Iran depuis l'Antiquité. Et ça, c'est le problème d'Israël, parce que ce qu'elle ne veut pas, c'est pas un changement de régime, c'est un État failli sur le modèle syrien-irakien pour que dans une perspective à long terme, personne ne puisse challenger. Alors quoi, un éclatement territorial du pays ? Absolument. Car on sait que l'Iran est un immense pays, vous l'avez bien décrit, avec beaucoup de minorités, des minorités baloutches, kurdes. L'Iran, c'est un des pays numéro 1 en termes d'ingénieurs par habitant. Ils produisent, je crois, plus de 300 000 diplômés sur tout ce qu'on appelle les mathématiques, les sciences physiques, etc. Donc, c'est un pays qui ne se déstabilise. C'est une vraie nation. Maintenant, effectivement, ce que viennent faire les États-Unis là-dedans, c'est pas clair parce qu'il n'y a pas d'objectif rationnel et stratégique. À partir du moment où même vos alliés du Golfe disent la situation est en train de se stabiliser, il y a eu la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a eu une réconciliation entre l'Arabie Saoudite et les Houthis à travers la négociation avec les Iraniens. Même la chute du régime syrien proche de l'Iran a été bien négociée entre Ankara, Riyad et Téhéran. Et donc, on allait vraiment dans une forme de, pour le coup, rationalité politique. On n'était pas dans un engagement clairement idéologique. Cette stabilisation de la région n'allait pas à l'encontre d'Israël. Maintenant, on ne peut pas non plus occulter, à partir du moment où vous ne voyez pas les éléments de rationalité politique des États-Unis dans cette intervention militaire, le côté effectivement de l'idéologie et du messianisme, soit du camp de Netanyahou et aussi du camp évangéliste au niveau des États-Unis. Dans le prolongement de la question que j'ai posée à Anas, je vous la reposerai aussi, mais autrement, à Ali Moutaïb, à quoi pourrait ressembler le jour d'après ? Alors concrètement, est-ce que les États-Unis ont la capacité d'assurer la gestion administrative et un semblant de transition politique en Iran, s'ils arrivent à avoir la main sur quoi que ce soit d'ailleurs en interne? Non, je ne pense pas. Et puis je vais m'aventurer quand même à un peu de prospective, voire de la spéculation. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'intervention à part du soutien aérien, des bombardements. Je ne pense pas à une projection troupes au sol ou de décision de régime change par la force. Donc un retour à du hard power. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement des pressions israéliennes. Pour quel objectif stratégique aussi, on peut se poser la question. Le programme nucléaire, est-ce que veulent vraiment un changement de régime? Est-ce qu'effectivement veulent pas justement d'une stabilisation pour qu'il n'y ait pas justement de retour d'hégémonie? Est-ce que derrière on veut pas justement affaiblir pour revenir à des négociations d'accords d'Abraham, notamment avec les pays du Golfe? On peut avoir beaucoup justement de théories, de coups et d'intérêts politiques, voilà, qui sont divergents dans la région. Donc non, c'est assez difficile. Et puis bon, je pense qu'il y a des personnes aussi dans l'administration américaine, Trump un premier, qui avait dénoncé, qu'on a suivi la campagne américaine, qui avait beaucoup critiqué l'ancien président Carter quant à la gestion de la question des otages lors de la révolution iranienne, puis après de la guerre Iran-Irak. Donc on sait que s'engage. Et puis il y a des tweets qui ressortent de Donald Trump il y a 10-15 ans où il disait je crois qu'il y a des critiques, Obama est faible car il va aller bombarder l'Iran, etc. Ils savent que c'est un bourbier, voilà, s'ils s'engagent dans cette voie-là. Surtout que l'objectif, là on revient aux objectifs stratégiques majeurs des Américains, on y revient. Eux, ils veulent, à la base, l'administration Trump qui vient, ils veulent, pour boucler certains dossiers au Moyen-Orient notamment, la question de Gaza, reprendre les accords d'Abraham tels qu'ils ont été, clore la question russo-ukrainienne. Pourquoi? Parce qu'on veut se concentrer sur notre principal adversaire, sur le champ économique et sur la partie pacifique, à savoir la Chine. Sauf que pour l'instant, on voit que l'administration américaine et la diplomatie est confrontée un peu aussi au réel, à la complexité justement des relations géopolitiques, et que ce n'est pas si simple, tant sur le champ, notamment sur le front ukrainien, tant que sur la question du Moyen-Orient. Non seulement ici, on n'arrive pas à résoudre la question à Gaza, mais en plus, c'est en train de s'étendre à la question iranienne. Exactement. Où je dis, l'administration américaine,
Donald Trump, je pense profondément qu'il ne veut pas s'engager dans cela. D'où les 15 jours, de se donner 15 jours. Est-ce que c'est réellement de l'hésitation? Est-ce que c'est de la réflexion? Est-ce qu'on veut aller justement continuer les négociations? Est-ce qu'on est dans un entre-deux qui fait qu'on a aujourd'hui des déclarations un peu contradictoires de l'administration américaine, on le dit, de J.D. Vance, de Marco Rubio, qui dit oui, bon, on a envoyé des bombardiers, 3 sites stratégiques, voilà, où qu'on a dit, est-ce que c'est plutôt un bombardement de communication? Mais il faut revenir à la table des négociations et on reprend, etc., où on en était. Sauf que la réalité aussi n'est pas simple. Les Iraniens vont se dire, on a face à nous, peut-être, un adversaire, pour eux, qui n'est pas crédible ou qui n'est pas digne de confiance, etc. Et ça risque de compliquer les choses. J'aimerais qu'on fasse le tour, messieurs, si vous voulez bien, également le tour des autres puissances aussi. Le rôle que peut jouer la Russie. La Russie, tiens, Donald Trump en parlait dès le début en disant « Ah ben tiens, Poutine pourrait peut-être jouer au médiateur dans cette affaire. » Avant, bien sûr, de confirmer son intervention, l'intervention américaine en Iran. Il y a aussi la posture plus que délicate des Européens. Est-ce qu'on les entend, tiens, dans ce chapitre? Il y a eu la sortie polémique du chancelier allemand Friedrich Merz qui dit Israël fait le sale boulot pour tout le monde, posture pour laquelle d'ailleurs il a été critiqué par l'élite politique et jusqu'à dans son propre camp. Mais au-delà de ça, est-ce que finalement Anas Abdouni, il dit pas tout bas ce que tout le monde, plutôt tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Oui, certainement. Et c'est là où, en plus des objectifs stratégiques, il y avait aussi des objectifs tactiques de la part de Benyamin Netanyahou. Je rappelle que juste avant l'intervention, le déclenchement de la guerre contre l'Iran, il y avait une conférence prévue entre l'Arabie Saoudite et la France pour une reconnaissance de l'État palestinien. Il y avait le Royaume-Uni qui avait sanctionné 2 ministres israéliens. Il y avait même dans la conditionnalité de la politique israélienne en Europe, le même chancelier qui disait, alors je ne comprends plus du tout les objectifs stratégiques de la part de Benyamin Netanyahou. Il y avait des critiques au niveau aussi des Pays-Bas qui sont souvent des inconditionnels. Et en fait, la famille occidentale se fissurait, ce bloc occidental se fissurait autour d'Israël. Et donc là, ramenait la figure en fait du grand méchant loup en Occident. Bon, c'est la Corée du Nord, c'est très loin. L'Iran, ça fait resserrer les rangs. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné. La conférence n'existe plus. Et là, on est dans un alignement où celui qui a déclenché la guerre est dans une situation où il a le droit de se défendre lui-même. Donc ça, effectivement, c'est pour le positionnement tactique. Sur le regard des autres puissances, je crois qu'en réalité, c'est plutôt pertinent de penser à la Russie comme un médiateur. Parce que la Russie est tout aussi proche en termes économiques d'Israël que de l'Iran. C'est vraiment un pays qui a équidistance, si vous voulez, en termes qui peut, je dirais, prétendre à ce statut de neutralité. Et donc, effectivement, là, c'est un médiateur tout trouvé. La vraie question, c'est qu'en fait, les Israéliens ne veulent pas négocier. Pourquoi diable voudraient-ils négocier? Parce que pour eux, ils sont en train d'atteindre tous les objectifs tactiques et stratégiques qui n'ont absolument aucune contrainte internationale, militaire ou même du droit international. Et donc, ils ne sont pas en mesure de négocier. Et la vraie question aussi, c'est la question de la Chine aussi, qui est pris dans cet intérêt stratégique. Parce que si, d'occasion, le régime serait un petit peu perturbé, il ne va pas dans l'intérêt de la Chine. C'est le projet de la route de la soie, c'est de l'importation d'hydrocarbures à prix complètement cassé. Il y a beaucoup de coopération aussi en termes de technique entre les Iraniens et les Chinois. Mais c'est vrai qu'on a d'un côté les États-Unis qui expriment une forme de hard power au niveau de la sous-région, tandis que les Chinois, par exemple, réservent le hard power uniquement sur la mer de Chine. Et c'est là où il y a une différence entre les 3 grandes puissances. C'est qu'en fait, la Russie ne peut pas projeter sa puissance en dehors de sa sphère directe parce qu'elle est confrontée avec cette guerre en Ukraine et donc elle est prise sur le terrain. La Chine, c'est la même chose au niveau de la mer Rouge, tandis que les États-Unis, eux, sont dans une logique de projection de puissance parce que directement dans la sous-région, il y a pas de problème. Non, mais alors je pose moi une question quasi naïve, mais allez, je prends le risque. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de pacte de loyauté, entre la Russie et l'Iran? On sait que l'Iran est belligérante, le pays participe aussi dans l'offensive russe en Ukraine avec de l'aide matérielle. Je sais qu'on a fourni beaucoup de drones, notamment les Shahed 136, 137, qui ont fait un vrai rééquilibrage sur le terrain. Donc, on a envoyé des conseillers. Et depuis cet envoi un petit peu d'armes iraniennes, il y a eu une forme de rééquilibrage un petit peu sur le front. Et c'est vrai qu'on entend ça beaucoup sur les milieux conservateurs iraniens, de dire, nous avons répondu présent lorsque vous étiez sur le conflit. Et là, on vous trouve bien absent. C'est clair qu'il y aura des comptes à régler après. Est-ce qu'il n'y a pas un renvoi d'ascenseur quand même dans cette affaire-là? Il y a des tensions, effectivement. Enfin, des tensions. On a perçu quelques crispations
confrontation, notamment au niveau diplomatique, notamment entre les Iraniens et les Russes, ces derniers jours, pour les raisons justement évoquées par Anas, et parce qu'il y a eu un accord aussi de défense. Il y a eu des visites, je crois même en février dernier, entre Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères iranien, pas sur un pacte de défense, d'assistance mutuelle, mais sur un accord de défense entre les deux, et on attendait un appui un peu plus prononcé des Russes, sauf que la réalité, encore une fois, confrontation réelle, les Russes sont encore confrontés justement sur le front ukrainien, sont aussi en négociation, notamment sur le front des négociations, donc ont d'autres priorités aussi stratégiques. Il y a eu le précédent syrien où on a vu que les Russes aussi, il ne faut pas oublier, sont d'un pragmatisme politique incroyable. Même voilà, si il y avait le régime de Bachar el-Assad était son premier allié et surtout sa première base de projection de puissance dans la région était sur le point de flancher, n'a pas hésité à négocier directement avec Joulani, avec le nouveau pouvoir en place et avec les Turcs notamment. Donc aujourd'hui, et puis c'est dans l'histoire aussi, hein, je reviens aussi sur la guerre de 67 par rapport à l'Égypte, enfin l'Égypte de Nasser et Israël. L'Égypte de Nasser comptait beaucoup sur aussi l'armement et des livraisons d'armes venant de l'URSS qui ne sont jamais arrivées aussi par rapport à certains pragmatismes. Donc les Russes calculent, je veux pas faire dans le cliché, mais il y a la culture aussi des joueurs d'échecs et donc vont très bien calculer leurs coûts avant de bouger leurs différents pions. Aujourd'hui, il y a la visite, je crois, du ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou. Donc, à voir quels seront les teneurs des négociations. Mais juste marquer que les Russes sont très pragmatiques sur beaucoup de choses. Anas Abdou nous a aussi rappelé, pas oublier 15% de la population israélienne est russophone. C'est-à-dire qu'il y a quand même des liens très étroits. Ce qui peut en faire effectivement un arbitre, en fait, pour le coup. Entre les deux, même s'il y a eu des frictions depuis la guerre en Ukraine, parce que pour le coup, Israël, qui a beaucoup de population israélo-russe et israélo-ukrainienne, a essayé de faire médiateur, mais ça s'est un peu mal passé dans les négociations. N'empêche que les liens persistent toujours. Avec les autres, donc se rappeler justement de ça, et je ne suis pas sûr que les Russes, qui sont sur le point d'atteindre certains de leurs objectifs stratégiques sur le front ukrainien, pourraient se retrouver eux aussi embarqués dans un tourbillon dont on ne connaît pas la teneur au niveau du Moyen-Orient, surtout au moment où, en janvier dernier, il a été affaibli, car il a perdu sa principale base de projection, notamment au Moyen-Orient et en Méditerranée, à savoir la Syrie. Et Zelensky qui s'est particulièrement réjoui de cette offensive sur l'Iran. J'aimerais aussi, avant de conclure, malheureusement le temps manque, sur les pays arabes. Il y a l'Arabie Saoudite, dont la réaction a particulièrement interpellé. L'Arabie Saoudite, pourtant ennemi juré de l'Iran, qui a critiqué aussi les frappes israéliennes dans la nuit du 12 au 13 juin, qui a qualifié l'Iran de pays frère, qui parle de violations flagrantes des lois et des normes internationales. Vous, Anas Abdoun, dans une tribune publiée dans le Nouvel Économiste, il y a quelques jours, vous avez parlé, je vous cite, d'escalade déloyale, et vous dites, je continue à vous citer, qu'en sacrifiant la stabilité régionale, Benyamin Netanyahou provoque la colère de ses alliés arabes, désormais menacés au cœur de leurs intérêts vitaux. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il reste des accords d'Abraham ? Oui, alors effectivement, je suis pas d'accord effectivement avec cette thèse qui consiste à dire qu'en fait les pays du Golfe sont plutôt contents discrètement de la situation. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude parce qu'on allait quand même dans une dynamique de stabilisation de la région, notamment avec cet accord qui était fondamental. Qui devait déjà être signé bien avant le 7 octobre. Oui, bien avant le 7 octobre, entre la Chine et l'Iran. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite avec l'intervention de la Chine. Au départ, c'était un pacte de non-agression et puis il s'est trouvé qu'il y avait une forme quand même de coopération, notamment sur les questions de défense, sur les questions de stabilisation régionale. Et tout le monde était surpris de voir qu'effectivement, tout le monde jouait le jeu de la désescalade, même au sein de la répression, par exemple, de la minorité chiite en Arabie Saoudite. Enfin, vraiment, les choses allaient vraiment sur le bon plan. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Israéliens ont mis beaucoup de pression pour que les Américains interviennent et continuent à intervenir, parce que là, effectivement, c'était une frappe et se disant se retire. Les Israéliens continuent et tentent de pousser à une intervention plus importante et plus massive de la part des États-Unis dans la sous-région. Et ça, c'est une menace fondamentale sur les intérêts de la part des pays du Golfe, parce que si d'aventure les États-Unis, ce que je ne crois pas, mais en tout cas si les États-Unis interviennent de manière massive et importante, eh bien le théâtre d'opérations militaires se déplace dans l'axe, si vous voulez, entre Israël et l'Iran, directement sur le Golfe arabo-persique. Or, sur le Golfe arabo-persique, vous avez ces 20 dernières années un investissement de 1800 milliards de dollars de la part de l'ensemble des pays du Golfe qui sont arrivés à un niveau d'intégration énergétique
pour concurrencer les plus grandes majeures européennes et américaines. Et donc, l'idée de ramener un conflit au cœur de cette région, c'est très explosif pour la part pour l'ensemble de ces pays-là, parce que on parle du détroit d'Ormuz. Là, le plus important, c'est pas tant le flux que le stockage. C'est très important parce que le flux, c'est à peu près 20% effectivement de la consommation mondiale et 80% des exportations de la sous-région. Sur le stockage, vous avez le centre de stockage de Fujairah aux Émirats Arabes Unis, qui est à 80 km des côtes iraniennes. C'est 70 millions de barils stockés. Et donc, c'est une poudrière s'il y a un conflit dans la sous-région. Et là, effectivement, un certain nombre de pays, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, qui ont signé un accord donc les accords d'Abraham avec Israël, qui dans bien des cas, sur leur positionnement régional, prenaient en considération le positionnement d'Israël au niveau de la politique étrangère et sécuritaire, sont absolument surpris de voir qu'en fait Israël, quand c'est son positionnement stratégique, ne prend pas du tout en considération ses alliés, même si c'était les fers de lance des accords d'Abraham. Une désescalade déloyale, vous êtes d'accord, Ali Moutaïb? Est-ce que les pays du Golfe pourront faire front commun, justement, et pourront faire entendre leur voix, faire valoir leurs intérêts dans cette séquence historique qu'on vit aujourd'hui? Il y a plusieurs voies. Enfin, ce qui est sûr, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, même s'il y a il y a eu du soutien technique et parfois militaire, notamment à l'armée américaine, les pays du Golfe n'ont pas intérêt à avoir un conflit, une escalade, en tout cas dans la région, notamment avec les Iraniens. Pour plusieurs raisons, l'Asie, il y a la question énergétique, la question du stockage. Il y a des bases américaines au niveau des pays, au niveau du Qatar, au niveau de plusieurs pays. Donc, c'est se retrouver exposé directement à ce genre de conflit. Il y a une question effectivement d'investissement économique, tout simplement. Les pays du Golfe sont en famille d'accord, ils ont entrepris une désescalade entre eux. On se souvient, voilà, que c'était déjà assez compliqué, mais ils sont arrivés de manière pragmatique à trouver un terrain d'entente, et je parle surtout de l'Arabie Saoudite, Qatar et Émirats Arabes Unis. Ont profité, étaient dans une bonne lancée stratégique, honnêtement, ont commencé à être des game changers au niveau de la géopolitique mondiale. Ils ont bien profité du conflit russo-ukrainien pour se positionner comme des game changers, non seulement au niveau économique, en projection de puissance, mais aussi en accueillant des négociations au niveau international, en faisant même des pressions sur les Américains et l'administration Biden. Enfin, donc, se sont justement projetés comme des puissances régionales. Et pourquoi? Avec une vision justement d'avoir un espace de prospérité et d'investissement. Donc, on se souvient de Mohammed Ben Salman qui disait en 2018, le Moyen-Orient sera la nouvelle Europe. Aujourd'hui, se retrouve face à une situation, encore une fois, on est justement face à une poudrière. D'autant plus que, et ce qu'on disait tout à l'heure, et on en est très loin, un changement, on spécule, on en est très loin, un changement de régime, avoir une démocratie libérale ou d'AKP ou justement à la turque en Iran, n'irait pas en faveur des pays du Golfe parce qu'ils se retrouveraient pour le coup face à un pays qui a tout le potentiel pour devenir la première puissance régionale, en tout cas de la région. Et du coup, qui va commencer justement à être un peu plus, qui va être ouverte au marché international, qui va faire partie justement de toutes les organisations et qui va du coup mettre un peu plus de pression et de lobbying par rapport à un certain nombre de sujets, notamment la question énergétique, la question de la production, la question des investissements dans la région, surtout qui sont dans une position géographique qui est stratégique, à cheval, alors vraiment pour le coup entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Donc je pense que, et puis d'autres raisons un peu plus entre guillemets tactiques, les Émirats Arabes Unis profitent aussi, notamment Dubaï, de l'embargo pour être un espace d'échange entre l'Iran justement pour contourner les sanctions. 400 000 Iraniens à Dubaï. Effectivement, il y a une communauté iranienne très importante à Dubaï qui s'occupe un peu de contourner l'embargo et les sanctions qui sont sur l'Iran et dont profite aussi Dubaï. Donc, pour un certain nombre de raisons, les pays du Golfe n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un changement de régime. Au contraire, étaient pour... Alors, à un moment, il y avait une certaine hostilité, notamment ce qui s'est passé au Yémen, une confrontation presque directe, etc. Et donc, pour des raisons tactiques militaires, et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se positionne aussi contre un proxy iranien, ça veut dire par rapport aux Houthis. Donc, c'est un peu plus complexe par rapport à cela, mais in fine, d'une manière stratégique, je ne pense pas, pour des raisons de stabilité, tout ce qu'on a évoqué, que les pays du Golfe veuillent justement un changement de régime iranien. Au contraire, il y avait une projection pour qu'il y ait une stabilisation côté iranien, et notamment tout ce corridor qui va vers l'Asie, et même une projection de stabilisation
par rapport aux accords d'Abraham avec les Israéliens. On va dire que le 7 octobre a un peu changé la donne. A complètement chamboulé justement le destin de cette région. Robert Malley, haut responsable américain, ancien négociateur américain, dans les accords de Vienne de 2015, a dit il y a quelques jours que, bien sûr, c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, il critique la décision de Trump d'avoir choisi de bombarder des sites nucléaires en Iran, et qu'il dit que c'est une attaque qui tombe à mal, que l'époque a changé et qu'il faut aujourd'hui prendre en considération ce qu'il a appelé, je reprends ces mots, Anas Abdoun, il a parlé du ressentiment des peuples, et que oui, l'Occident a failli en Palestine, et que pour l'Iran, il ne doit pas reproduire la même erreur. Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, et que l'époque a changé peut-être aussi? Oui, on est en fait une forme de rééquilibrage des rapports internationaux et des rapports de force. C'est une évidence, on n'est plus dans une primauté occidentale de la région, comme ça avait pu être le cas par exemple à l'époque en 2003, où effectivement les États-Unis non seulement étaient très présents militairement, mais avaient doigt au chapitre sur quasiment l'ensemble des positionnements diplomatiques. Je veux dire, l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine était impensable il y a 20 ans. Donc les choses changent, les doctrines changent, la perception de la population est de plus en plus importante, et puis surtout on voit effectivement une forme de, je dirais, d'une perception des réalités stratégiques et des risques stratégiques, même de la part des dirigeants de ces pays-là. Moi j'étais relativement surpris de voir qu'au lendemain de cette attaque israélienne en Iran, on avait des responsables, par exemple au Pakistan, qui étaient très inquiets et disent, en fait, c'est un discours qu'on aurait pu entendre, les fameux discours de comptoir dans le monde arabe, et là c'est devenu des vrais discours stratégiques, de dire en fait si l'Iran tombe, on est les prochains. Voir effectivement qu'un certain nombre de responsables universitaires de l'école réaliste en Turquie, donc qui sont pas, vous disent, dans cette configuration sur la doctrine stratégique israélienne, les Turcs s'inquiète. Vous avez même le président Erdogan, 2 jours après le déclenchement du conflit, qui demande à son industrie de défense, qui est une des plus importantes d'ailleurs dans le monde, dit il faut accélérer le programme balistique turc. Et donc il y a une vraie inquiétude entre effectivement cette césure, parce qu'on semblait en fait voir que les États-Unis commençaient à comprendre le monde qui change, avec l'intégration des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite au niveau des BRICS, avec la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, avec l'Arabie saoudite qui vend son pétrole en yuan. C'était motif de guerre il y a une vingtaine d'années. Et donc, il y avait un changement de la perception géoéconomique. Et là, tout d'un coup, quand c'est le cas d'Israël, on revient tous 20 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on a les États-Unis qui arrivent avec une démonstration de puissance sans négociation diplomatique aucune et sans perspective diplomatique aucune. On a des faucons à Tel Aviv aussi qui n'ont pas d'objectif militaire ou stratégique, mais c'est un objectif de renversement, ce qui est quand même des doctrines comme d'il y a 20-25 ans. Et puis on a aussi, pour être tout à fait objectif et critique, même le positionnement arabe qui était beaucoup plus nuancé entre Pékin et Washington, qui jouait bien le rapport d'équilibre de puissance. Là, sur la question américano-israélienne dans la région, reviennent effectivement une position d'il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'on recule et on essaye simplement de trouver des solutions diplomatiques sans nommer effectivement les mots. Je vous pose la même question, Ali Moutaïb. Est-ce qu'il y a un changement de mindset ? Et puis, je ne peux pas conclure ce podcast sans vous demander que va devenir Gaza ? Est-ce qu'on va encore parler de la Palestine ? Peut-être votre réponse tient sur... Changement de mindset, oui. Tout à fait. Malheureusement, effectivement, je suis d'accord avec Anas. On revient quelques années en arrière. Il y a à peine 2 mois ou un mois et demi, Donald Trump était en tournée au Moyen-Orient, dans le pays du Golfe, et a fait un discours, je qualifie historique, mais un discours assez important à Riyad, où il a critiqué justement cet interventionnisme américain. Il a critiqué l'interventionnisme néoconservateur américain en Irak, et a dit que c'est une région que, en gros, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, sont la preuve qu'avec le travail, avec l'investissement, il y a un avenir meilleur dans cette région qu'on a toujours qualifiée de région chaotique. Donc il y avait ce mindset-là sur lequel justement s'inscrivait l'administration américaine et l'administration Trump de manière générale. Et effectivement, aujourd'hui, sur la question iranienne, en tout cas, à voir jusqu'où va aller l'implication américaine. Moi, je pense que les Américains vont aller dans les prochains jours vers des escalades, mais ça va tellement vite qu'on pourrait être contredit dans les heures qui viennent. Attention à vos pronostics aujourd'hui, messieurs. En tout cas, je pense quand même que la volonté et en tout cas,
de l'administration américaine et de sa base électorale va aller justement vers ces désescalades parce qu'il y a un changement de mindset, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un changement de mindset, notamment dans la région, et ça va justement de manière plus globale. Lorsque l'administration, même l'État américain de manière générale, ses services de renseignement, le département de la défense, voit la Chine justement arriver à faire des accords entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, justement voit l'Arabie Saoudite payer se faire payer en yuan, etc., va sonner sonner l'alerte de leur côté pour justement s'inscrire et aller vers un rééquilibrage de la région. Aujourd'hui, on ouvre la porte. Je pense que l'intervention effectivement israélienne va ouvrir la boîte de Pandore et nous faire revenir justement à ce mindset de faucon. À voir quel sera. Moi, je pense que l'élément clé de toute manière par rapport à tout cela, ça reste la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Les Israéliens, de manière générale, n'ont pas le souffle long en termes de stratégie et tactique militaire pour rester dans une confrontation de longue durée. Ils ont les capacités opérationnelles, la technologie, les armes de précision, le renseignement, ils sont imbattables dessus. Par contre, ils n'ont pas d'armée régulière, ils n'ont pas justement le soutien militaire, logistique et financier pour rester dans une guerre de longue durée face aux Iraniens. Donc ils sont dépendants et veulent justement embarquer, quoi qu'il arrive, les Américains. Donc la question clé restera entre les mains des Américains et donc de l'administration Trump. Ça sera in fine, et les Iraniens le savent aussi. Et est-ce qu'il y a des signaux de désescalade aussi du côté israélien, du côté iranien aussi? On verra dans les prochains jours, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'acteur clé, arbitre, belligérant, on peut l'appeler comme on veut, celui qui a la clé de la désescalade ou au contraire d'aller vers l'inconnu ou va aller vers l'embrasement, ça reste les États-Unis d'Amérique. Il nous reste quelques minutes. Gaza, objectif, anéantissement total. On en parle de moins en moins d'ailleurs. Oui, ça fait aussi partie. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça fait partie des objectifs tactiques. Moi, je rebondis et je rejoins sur ce qu'a dit Ali Moutaib. C'est en fait qu'on avait une région qui était souvent qualifiée en fait d'instable parce que les idéologies islamistes ou nationalistes arabes empêchaient la question de développement. Et là, c'est vraiment intéressant de voir que la doctrine du développement économique, des investissements, de la mondialisation se fait dans le monde arabe, et ceux qui ramènent une doctrine plutôt nationaliste, extrémiste et religieuse, c'est Israël. Et donc, du coup, on est dans un paradoxe quand même qui est intéressant. Sur la question de Gaza, écoutez, à partir du moment où vous avez un mandat de la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice qui, en fait, enquête pour génocide. Vous avez toujours le soutien inconditionnel de la part des États-Unis, de la Commission européenne. Vous avez, en fait, une non-prise de position de la part du monde arabe qui simplement se dit c'est pas normal, mais qui sont, en fait, aussi les relais un petit peu de cette hubris de puissance israélien. Et puis, vous avez aussi simplement se tenir aux faits et à la déclaration. La déclaration de Benjamin Netanyahou, c'est de prendre Gaza et de l'annexer. Et la déclaration des ministres extrémistes israéliens, enfin, ministres extrémistes, je sais pas si c'est un modéré dans ce gouvernement, c'est effectivement d'anéantir la population de Gaza. Pendant qu'on anéantit Gaza, on annexe la Cisjordanie. Et en fait, quand vous êtes dans une démarche un petit peu nationaliste ou messianique israélienne, vous n'avez pas de point d'arrêt. C'est-à-dire que les États-Unis vous ne mettent pas un feu rouge, l'Union européenne non plus, le monde arabe non plus. Et donc, les Gazaouis et les Palestiniens se retrouvent seuls face à une puissance qui ne semble pas avoir effectivement de frein, en fait, soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la société, qui est majoritairement pour ce qui se passe. Et puis, il y a très rapidement, il y a aussi un vrai problème, notamment avec les questions palestiniennes et iraniennes et l'ensemble de ces guerres régionales. Il y a un problème au niveau israélien aussi. Je veux dire, vous avez plus de 100 000 personnes en Israël qui ont quitté définitivement. Vous avez aujourd'hui le gouvernement qui empêche les gens de partir, et les données, donc vous avez 100 000 personnes qui partent. Les données dernières de 2024, c'était 84 000 départs pour à peu près 7 ou 8 000 arrivées, alors qu'avant c'était plutôt le contraire. Et ces 84 000, c'est les gens laïcs, c'est les gens qui travaillent dans la tech, c'est les gens qui sont mondialisés. Et donc vous avez en fait la société israélienne qui, une fois aura terminé cette hubris de puissance dans la région, va se retrouver dans une crise, je vais pas dire existentielle, mais en tout cas sur la nature du sionisme laïque qui a disparu. C'est une société qui est devenue objectivement malade. Ça sera le mot de la fin. Merci. Merci messieurs. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Tel Quel pour cet échange passionnant.
prudent dans les pronostics, vu que l'actualité va très vite, mais passionnant. Avec vous deux, Anas Abdoun, je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, expert en Moyen-Orient. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en face de vous, Ali Moutaïb, vous êtes analyste en intelligence économique et stratégie. Vous animez aussi un podcast qui s'appelle The Strategic Mindset. Allez, je vous laisse peut-être une petite minute pour nous en parler. Ça parle essentiellement de géopolitique. Principalement géopolitique, mais aussi de stratégie d'entreprise. C'est un podcast qui focus sur des retours d'expérience, de personnalité, soit sur des sujets d'ordre stratégique de manière générale, soit des retours d'expérience. On a eu d'anciens officiers par rapport à justement les coulisses de ce qui se passe, tout à fait, soit des retours de diplomates, notamment sur les stratégies diplomatiques qui ont été déployées, mais aussi de retours de chefs d'entreprise, justement, qui ont été confrontés à des décisions, des prises de décisions, à des choix. Et donc, l'objectif, c'est un peu d'inspirer, de partager, sur un certain nombre de sujets, différents secteurs. On a parlé de géopolitique, on a parlé aussi de stratégie touristique, on a parlé de stratégie en termes de renseignements sources ouvertes, avec des experts du sujet. Donc, l'objectif, c'est d'informer avant tout. Et c'est, j'imagine, disponible sur YouTube et sur les plateformes, les principales plateformes de téléchargement. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Et c'est la fin de ce numéro de Tel Quel Talk. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Mention spéciale à la belle équipe qui me suit pour chaque épisode en régie. Manal Zainabi, Adam El-Harshawi, Leila Belharti et Iman Saïdi. N'oubliez pas de vous abonner à telquel.ma pour suivre l'essentiel des faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Tel Quel Talk.